Bonjour, Gilles Bendris, enseignant du module compta de société dispensé en S4. Le cours que je suis en train de produire dans cet audio porte sur l'affectation du résultat à la fin de l'exercice, qui constitue le chapitre 4 de ce module. Ce cours magistral sera complété, bien entendu, par un cours de TD cette fois-ci, que j'assure moi-même. Et d'ailleurs, je mets à la disposition des étudiants une fiche corrigée en la matière dans le site de la faculté. Alors pour commencer, je dirais en guise d'introduction qu'à la fin de l'exercice comptable, qui coïncide souvent avec l'année civile, la société effectue les travaux d'inventaire et détermine le résultat avant impôt. Résultat avant impôt égale somme des produits moins somme des charges. Bien entendu, les charges ne contiennent pas l'impôt parce qu'il n'est pas encore calculé. Et le numéro de ce compte, c'est 86. La question qui se pose maintenant, quelle est l'affectation de ce résultat? Comment la société doit-elle affecter ce résultat? Eh bien, la réponse à cette question dépend de la nature des résultats. S'agit-il d'une perte ou d'un bénéfice? Nous distinguerons donc les deux cas. Les deux cas de figure qui vont structurer ce cours et qui s'articulera donc autour de deux axes. Le premier sera relatif à l'affectation de la perte, le second à l'affectation du bénéfice. Bien, commençons par le premier axe. La perte, donc, figure maintenant dans le compte 86 avec un solde débiteur. Un solde débiteur, pourquoi? Parce que c'est une perte. Alors, que doit faire la société? Elle doit commencer par calculer l'impôt. L'impôt payé à l'État sous forme de cotisation minimale. Et là, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour dire que même en situation de perte, la société paye un impôt sous forme de cotisation minimale dont la base de calcul est le montant hors taxe des produits suivants: le chiffre d'affaires, les produits financiers, les subventions sont les subventions d'investissement, primes et dons reçus de l'État et des collectivités locales. Le taux de cet impôt est de 0,5%. Le minimum de perception est de 3 000 dirhams et la durée d'exonération est de 36 mois pour les sociétés nouvellement créées. Je ferme cette parenthèse d'ordre fiscal pour revenir à la comptabilité. Une fois le montant de l'impôt est déterminé, on doit l'enregistrer dans les comptes. Et l'enregistrement est le suivant. Le compte de charge 67, impôt sur le résultat, est débité par le crédit de compte 44,53, état impôt sur le résultat. C'est un compte crédité parce qu'il s'agit d'une dette envers l'État. Maintenant, on peut déterminer le résultat après impôt. C'est puisque nous avons la perte et l'impôt, ce qui nous donne le résultat après impôt. L'écriture comptable consiste donc à solder les comptes 67 et 86 en les virant dans le compte 88, résultat après impôt. Alors, je vous rappelle que virer en comptabilité signifie transférer une somme du débit d'un compte au débit d'un autre, ou bien des crédits d'un compte au crédit d'un autre. Donc, il s'agit maintenant d'un virement. Virer l'impôt et le résultat avant impôt dans le compte
88, résultat après impôt. À la clôture de l'exercice, le compte 88 doit, à l'instar de tous les comptes de gestion, doit être soldé par virement dans le compte 11,99, résultat de l'exercice solde débiteur. Je vous rappelle aussi que tous les comptes de gestion sont soldés à la fin de l'exercice, alors que tous les comptes de la situation que vous connaissez ne le sont pas. Bien, la perte définitive se trouve maintenant au débit du compte 11,99, résultat de l'exercice. Il doit être annulé. Quel est le sort de cette perte? Quelle est l'affectation qu'on doit faire de cette perte? Alors, il doit être annulé par imputation sur le bénéfice de l'exercice à venir. Pour cela, on doit reporter la perte sur l'exercice suivant, en virant encore une fois le montant du compte résultat de l'exercice vers le compte report à nouveau 11,69. Solde débiteur. Report à nouveau, solde débiteur numéro 11,69. Et qui va apparaître au passif du bilan avec le signe moins. Alors, pourquoi le passif du bilan? Parce qu'il va être soldé l'année prochaine. Mais si la situation de la société ne s'améliore pas, lors de l'exercice ou des exercices à venir, et que la société continue à accumuler des pertes, cela pourrait conduire à la réduction des capitals, voire même à la dissolution de la société. Voyons maintenant le deuxième axe, c'est-à-dire l'affectation du bénéfice. Qu'est-ce qu'on fait avec un bénéfice? Eh bien, tout simplement, on doit le répartir, le partager. Or, tout travail de partage soulève logiquement trois questions. Partager quoi? C'est-à-dire déterminer le montant du bénéfice à répartir. Partager entre qui? Déterminer les ayants droit à ce bénéfice. Troisième question, partager comment? C'est-à-dire déterminer les modalités et les règles de ce partage. Commençons par la première question, la détermination des montants des bénéfices à répartir. Alors, la démarche est quasiment la même que pour la perte. C'est-à-dire, on suit la même démarche. On utilise les mêmes comptes, mais avec des soldes différents. Ainsi, donc, le résultat avant impôt figure dans le même compte, 86, mais avec un solde créditeur. Et on doit ensuite calculer l'impôt. Et comme vous le savez, il y a, en cas de bénéfice, il y a deux régimes d'imposition. Le régime de l'IS pour les sociétés de capitaux et la SARL, le régime de l'IR pour les sociétés de personnes qui peuvent toutefois opter pour le premier régime. Quel que soit le régime adopté, l'impôt ne doit pas être inférieur à la cotisation minimale. Donc, une fois l'impôt est connu, on l'enregistre, comme tout à l'heure, dans le compte 67 44 53. Impôt sur le résultat, État, impôt à payer. Les deux comptes sont ensuite virés dans le compte 88, résultat après impôt, mais avec un solde créditeur. Le solde de ce compte est, pour les mêmes raisons que pour la perte, viré dans le compte 11,91, résultat de l'exercice, solde créditeur. Est-ce pour autant c'est le montant qu'on va partager? Parce qu'on est en train de
déterminer le montant à répartir? La réponse est oui, mais à condition qu'il n'y ait pas une perte antérieure qui figure dans le passif du bilan et qui doit être annulée. Si c'est le cas, alors on solde le compte report à nouveau solde débiteur qui figure au passif du bilan par l'écriture suivante. Le compte 1169 est crédité par le débit du compte 1191. Résultat de l'exercice. Le libellé de cet article est l'expression pour solde du compte crédité. Maintenant, on peut donner la formule qui détermine le résultat, le bénéfice à répartir. Le bénéfice à répartir est égal résultat avant impôt moins l'impôt moins la perte antérieure s'il y a lieu. C'est le bénéfice qui doit être réparti, mais entre qui? C'est la deuxième question. Deuxième question, les ayants droit au bénéfice. Le partage des bénéfices se fait entre la société et les associés suivant un dispositif composé de 3 éléments. Il y a le dispositif légal, les lois sur les sociétés, le dispositif statutaire, c'est-à-dire les contrats rédigés et signés par les associés lors de l'Assemblée générale constitutive et qui déterminent les modalités de répartition des bénéfices, et ces statuts peuvent être modifiés dans le cadre d'une Assemblée générale extraordinaire si le besoin s'en fait sentir, bien entendu. Troisième dispositif, la décision de l'AGO, l'Assemblée générale ordinaire, qui se réunit vers le mois de juin de l'année suivante, a effet d'approuver les comptes de la société et de statuer sur la répartition des bénéfices. Sur la base de ces dispositifs précités ou des dispositifs précités, le bénéfice est affecté dans 2 directions. Une partie qui reste dans la société sous forme de réserve. Et l'autre partie sort et est distribuée sous forme de dividendes et de tantièmes. Alors commençons par les réserves. Il y a 3 types de réserves qui sont souvent rencontrées dans une question de répartition des bénéfices. La réserve légale décidée par la loi, comme son nom l'indique. La réserve statutaire déterminée par les statuts. Et la réserve facultative décidée et déterminée par l'AGO. L'autre partie sort, c'est-à-dire elle est distribuée sous forme de dividendes et éventuellement de tantièmes. Alors, le tantième, ce cas de tantième, je dis éventuellement parce que ce n'est pas toujours, et on le rencontre souvent lorsqu'il y a des administrateurs et des gérants qui rendent service à la société et qui sont rémunérés moyennant une partie du bénéfice, un pourcentage du bénéfice, appelé tantième, tant pour cent. En un mot, le bénéfice est distribué sous forme de dividendes en rémunération du capital ou sous forme de tantième en rémunération du travail. Alors, comment se détermine chacune de ces composantes de l'affectation des bénéfices? C'est la 3e question. Les modalités. Bien, commençons par les réserves. Alors, commençons par les réserves et en premier lieu, la réserve légale, qui est déterminée par la loi, qui stipule que la société doit obligatoirement doter 5% des bénéfices à un fonds de réserve légale. La dotation
de 5% du bénéfice net de l'exercice au fond de la réserve légale doit se faire chaque année. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le cumul atteigne 10% pour les sociétés SA, SARL et sociétés en commandite par action et 20% pour les sociétés en non collectif et la société en commandite simple. Mais il faut bien faire attention. Cesser d'être obligatoire ne signifie pas arrêter de doter. Et ne signifie pas non plus continuer à doter. Parce que la loi dit que la dotation cesse d'être obligatoire. Mais cesser d'être obligatoire, c'est pas clair. Ce qui pose une petite difficulté pour les étudiants, notamment lors de l'examen. Alors, lorsqu'on est en face de ce problème, c'est-à-dire que la réserve légale a atteint le seuil du capital déterminé par la loi, faut-il s'arrêter ou continuer à doter la réserve légale? La réponse à cette question se trouve, à mon sens, dans les statuts. Si les statuts disent doter la réserve légale 5% dans les limites prévues par la loi, comme si c'est le cas dans la fiche de TD dont je vous ai parlé tout à l'heure, il ne faut rien doter, parce que la loi dit, dans l'article du statut, dit dans les limites prévues par la loi. Doter la réserve légale 5% du bénéfice dans les limites prévues par la loi. Si vous avez cette expression dans les statuts, il ne faut pas doter au-delà de 10% ou 20% du capital. Mais si les statuts ne précisent pas, il faut continuer à doter. S'il n'y a pas cette expression dans les limites prévues par la loi, vous pouvez continuer à doter au-delà de la limite prévue par la loi. L'autre réserve, c'est la réserve statutaire. Alors, c'est une réserve dont le montant est prévu par les statuts, soit sous forme de pourcentage, soit sous forme d'un montant. Troisième type de réserve, la réserve facultative qui est déterminée par l'AGO. Comme son nom l'indique, les associés ont le choix, ont la faculté de doter ou non, suivant la conjoncture des moments. Bien sûr, on doit préciser que la dotation des réserves servent à, si vous voulez, accroître la garantie vis-à-vis des créanciers et aussi améliorer les moyens de financement mis à la disposition de la société et éventuellement servir pour augmenter le capital par la transformation ou la conversion des réserves en capital et la distribution d'actions gratuites. Venons-en maintenant à la part distribuée. Comment se détermine la part distribuée du bénéfice? Se forme, rappelons-le, de tantièmes et ou de dividendes. Tantièmes ou de dividendes, ils peuvent figurer, ils peuvent exister ensemble dans un exercice, les dividendes et les tantièmes. Alors, le tantième, c'est un pourcentage fixé par les statuts. Voilà. Le dividende doit être clarifié. Alors, le dividende comprend le premier dividende ou l'intérêt statutaire, qui est un pourcentage du capital libéré et non amorti, proportionnellement au temps. Le taux est fixé dans le statut. Donc, c'est un taux du capital, un pourcentage du capital libéré et non amorti proportionnellement au temps. Bien. Alors, précisons cette question de proportionnellement au temps. Par exemple, si le capital est libéré le 1/7, il sera rémunéré au 31/12 par
un intérêt statutaire pour les 6 mois allant du N7 au 31/12 N. Pour la partie amortie, si une partie du capital amortit le N7N, alors au 31/12, elle sera rémunérée par un dividende pour les 6 premiers mois, c'est-à-dire avant d'être amortie, qui va du N1N au N7N. Pour le superdividende, donc le dividende comprend le premier dividende et le superdividende. Comment détermine-t-on le superdividende? Eh bien, c'est un complément de dividende décidé par l'Assemblée générale ordinaire et attribué à toutes les sociétés, à toutes les actions souscrites, qu'elles soient libérées ou pas, amorties ou pas, toutes les actions. Et s'il y a un reste de bénéfices non distribués, pour une raison ou pour une autre, il doit être viré dans le compte report à nouveau, solde créditeur 1161, pour s'ajouter aux bénéfices à distribuer lors de l'exercice suivant. Enfin, le bénéfice distribué est passible d'une retenue à la source au taux de 15% qui figure dans le compte 4457 impôts État à payer. Enfin, toutes ces données sont consignées dans le tableau de répartition des bénéfices et sont enregistrées sous forme d'écriture comptable dans les livres de la société. Nous aborderons cette question lors de la séance de TD que je vous demande de bien préparer cette fiche, la fiche dont je vous ai parlé. Bien, j'arrive à la fin de ce cours, mais je dois vous dire que tout cela ne dispense pas, le cours et les TD ne dispensent nullement l'étudiant d'un effort supplémentaire de recherche dans la documentation sur la comptabilité des sociétés dans mon support. Et bien sûr, je reste, comme je l'ai toujours